Défunt. On connaît la formule de Bacon, cause finale, vierge consacrée au Seigneur stérile. Mais voilà un bon exemple pour montrer comment des idées abstraites et vaines, dès qu'on se fie au langage, reprennent sens et vie au contact de l'objet, et finalement nous aident à saisir quelque chose de ce qui est l'épreuve de toute idée. Certes, quand on dit que le Créateur a mis cette ailette à la graine du tilleul pour que le vent puisse l'emporter au loin et en terrain découvert, on n'explique rien par là, non plus en disant qu'il a donné des ailes aux oiseaux afin qu'ils puissent voler. Mais dès que l'on cherchera à développer ces propositions, elles échapperont tout à fait au ridicule, car il est pourtant vrai que l'ailette de la graine sert bien à semer quelque part, où elle sera mieux qu'à l'ombre d'un gros arbre, et vrai aussi que l'aile de l'oiseau est faite de façon qu'il puisse voler, et personne n'échappe à la nécessité de supposer qu'elle est faite pour le vol, dès qu'il veut en comprendre la structure, car il cherchera alors l'utilité des plumes cambrées de telle façon et des os creux et des muscles en supposant que rien dans cette machine naturelle n'est inutile. Ainsi de la question à quelle fin on passe naturellement au comment, c'est-à-dire à la recherche des causes et conditions. La plume de l'oiseau est faite pour voler, car les plumes juxtaposées font soupape en un sens, non en l'autre, et ainsi du reste. Et Claude Bernard n'avait pas tort de poser que le foie devait servir à quelque chose, pourvu qu'il recherchât à quoi, et surtout comment, par où l'on voit qu'une idée théologique peut bien être bonne ou moins, au moins comme directrice, sans dispenser jamais d'une perception reconstruite selon la géométrie et les formes. Si un homme se contente de dire que Dieu a fait l'aile pour le vol, il n'a rien dans l'esprit que des mots. Mais s'il sait comment l'aile est utile pour le vol, il connaît la chose par les causes, comme on dit. Et l'idée qu'il y ajoute d'un Dieu artisan n'altère en rien l'idée qu'il a de la chose. Darwin lui-même conserve de la cause finale ce qu'il faut lorsqu'il cherche en quoi un certain caractère, comme d'être aveugle pour un crabe dans une caverne obscure, peut donner avantage à celui-là sur les autres, car il s'agit d'examiner comment cela lui serait nuisible d'avoir des yeux inutiles. Et c'est bien l'idée d'utilité qui, dans tel objet, rattache la fin à la cause, car l'utilité posée, c'est la fin, mais l'utilité expliquée, c'est la cause, ou la loi, ou l'objet même expliqué, comme on voudra dire. Cela est bien sensible quand on étudie quelques mécaniques que l'on ne connaît pas bien. On se demande au sujet de chaque chose à quoi cela sert-il. Et pour le découvrir, on fait jouer cette pièce lentement et autant que possible seule, afin de rechercher de quoi elle est cause, ou pour mieux parler, à quoi elle est liée dans le système. Ainsi, on passe aisément de l'idée directrice de fin de l'idée constitutive de cause ou de condition. Et il faut bien penser que l'idée de la fin poursuivie, toujours féconde, si l'on ne s'arrête pas simplement à l'énoncer, vient tout autant des outils et mécaniques que de la théologie raisonneuse. Il y a un peu plus d'obscurité lorsque les causes finales réussissent encore comme directrices dans la reconstruction des phénomènes naturels. Par exemple, lorsqu'on se dit que la lumière réfractée doit suivre le chemin minimum, et en général que la nature doit aller à son but par les moyens les plus simples. Mais ces fictions ne sont fictions que hors du travail, et pour ceux qui en parlent en l'air. Dans le travail de recherche même, que l'on pense ou non aux fins de la nature, il y a toujours lieu d'essayer l'hypothèse la plus simple, toujours la meilleure si elle suffit. Et c'est nous qui suivons ici, dans nos suppositions, notre bon sens d'ouvrier, préférant sans nul doute le système copernicien à quelques complications imitées de Ptolémée ou une seule Vénus à 2 étoiles. Dans le fond, le métier de penser est une lutte contre les séductions et apparences. Toute la philosophie se définit par là finalement. Il s'agit de se délivrer d'un univers merveilleux qui accable comme un rêve, et enfin de vaincre cette fantasmagorie. Sûrement de chasser les faux dieux toujours, ce qui revient à réduire cette énorme nature au plus simple, par dénombrement exact. Art du sévère Descartes, mal compris parce qu'on ne voit pas assez que les passions les plus folles de prophètes et de visionnaires qui multiplient les êtres à loisir sont déjà vaincus par le froid dénombrement des forces, évasion, sérieux, travail. Les lois naturelles. L'ordre de la nature s'entend en 2 sens. D'abord en ce sens qu'il y a dans ce monde une certaine simplicité et un certain retour des mêmes choses. Par exemple, une 60aine de corps simples seulement, et non pas 1 million ou 2. Aussi des solides, c'est-à-dire des corps que l'on retrouve en même forme et en même place le plus souvent.
S'il n'y avait que des fluides, à quoi fixer notre mécanique? Et s'il y avait des corps nouveaux, toujours le chimiste s'y perdrait. Cela, c'est une bonne chance dont on ne peut pas dire qu'elle durera toujours. On peut bien ici remonter jusqu'à Dieu par dialectique et prononcer par des raisonnements faciles et à portée de chacun qu'un maître excellent de toutes choses n'a pas voulu que l'intelligence humaine fût sans objet, ni non plus sans épreuve. Ce genre de philosophie, que j'appelle transcendante, est aussi naturel à l'homme que le gazouillis aux oiseaux. Mais la force véritable de ces développements n'est point dans l'épreuve, 100 fois démolie, 100 fois restaurée, mais plutôt dans cette idée, d'abord, qu'il y a conformité naturellement entre les conditions extérieures et la vie elle-même, et enfin la pensée que nous y trouvons si étroitement jointe. Mais en serrant l'idée de plus près, on y trouve que cette affirmation est tente de nous, et pour tout dire, le premier et continuel ressort de la pensée. Espérance ou foi, et mieux encore volonté de penser tant qu'on pourra. Car si l'on s'arrêtait aux petites choses et aux apparences du berceau, quelle variété sans fin et peu de miracles. Le délire même des fous alliés n'est que le cours naturel des pensées, si l'on peut les appeler ainsi, mais sans gouvernement, sans ce mépris par décret, pour tout ce qui réclame audience, vision, présage et feu follet. L'univers serait bien fluide si nous consentions, mais le jugement est roi de ces choses, et fils de Dieu, tant qu'il pourra tenir. J'aime penser que je porte ce monde et qu'il tombera avec moi. Tenons ferme par choix, telle est l'âme de la philosophie. Tel est en esquisse le royaume de la raison. La législation de l'entendement en diffère assez. L'esprit y sent moins sa liberté, mais mieux son pouvoir, car si fluide que puisse être la nature, et quand un tourbillon sans retour remplacerait les saisons, il faudrait bien que cela soit pensé, tant bien que mal, par distance, direction, force, vitesse, masse, tension, pression, le nombre. L'algèbre et la géométrie régnant toujours. La physique serait seulement plus difficile, mais non pas autre. Ces lois naturelles ou ces formes, ce sont nos outils et nos instruments, et quand la course d'un astre serait compliquée à l'infini, comme cela est du reste, et si l'on va à la dernière précision, nous n'en saisirions pas moins par droite, circonférence, ellipse, par force, masse et accélération. Car ces éléments sont ceux du mouvement lui-même, et le mouvement est de forme, et non pas donné, tout fait par les images du premier éveil. Exactement, un mouvement sans loi ne serait plus un mouvement du tout. Percevoir un mouvement, comme on l'a assez dit, c'est coordonner des changements, avec l'idée d'un mobile restant le même, et de distance changée, sans discontinuité. Le mouvement, enfin, même dans la simple perception, est représenté, déterminé, indivisible. Il est par lui-même la loi de ce changement, et à mesure que cette loi est plus complète et éclaircit mieux le trajet continu, à mesure le mouvement est mieux un mouvement, et un mouvement réel parce que ses rapports avec tout le reste sont plus déterminés. C'est d'après cette méthode de l'entendement à passer du système de Ptolémée au système moderne, reliant de mieux en mieux les apparences et mettant de l'ordre en cette nature des astrologues, sans y rien changer, en la séparant seulement de nos passions. Ceux qui admirent que la nature se prête si bien au vêtement du géomètre méconnaissent deux choses. D'abord, ils méconnaissent la souplesse et toutes les ressources de l'instrument mathématique, qui par complication progressive dessinera toujours mieux les contours, saisira toujours mieux les rapports, orientera et mesurera mieux les forces, sans gauchir la ligne droite pour cela. C'est ce que n'ont pas bien saisi ceux qui remettent toujours les principes en question, comme l'inertie, le mouvement uniforme et autres hypothèses solides. Ce qui est aussi sot que si l'on voulait infléchir les trois axes pour inscrire un mouvement courbé, ou bien tordre l'équateur pour un bolide. Et comme disait bien Platon, c'est le droit qui est juge du courbe, et le fini est achevé, et achevé qui est juge de l'indéfini. Et ce sont les vieux nombres entiers qui portent le calcul différentiel. Par ces remarques, on voudra bien comprendre en quel sens toute loi est a priori, quoique toute connaissance soit d'expérience. Mais ici encore, n'oubliez pas de joindre fortement l'idée et la chose. La seconde méprise consiste à croire que la nature, hors des formes mathématiques, soit réellement quelque chose et puisse dire oui et non. Cette erreur vient de ce que nous appelons nature, ce qui est une science à demi faite déjà repoussée de nous à distance convenable, car la perception du mouvement des étoiles, d'Orient en Occident, est une supposition déjà, et très raisonnable, mais qui ne s'accorde pas avec les retards du Soleil et de la Lune, et les caprices des planètes. Et même les illusions sur le mouvement, comme on l'a vu, procèdent d'un jugement ferme et d'une supposition que la nature n'a pas dictée. Nos erreurs sont toutes des pensées. La nature ne nous trompe pas, elle ne dit rien, elle n'est rien.
mais nous en pourrions mieux juger par nos rêves qui ne sont que des perceptions moins attentives, ce qui nous laisse un peu deviner comment s'exprimerait la nature non encore enchaînée. Tous les aspects seraient des choses, tous nos mouvements, des changements partout. Nos souvenirs, nos projets, nos craintes, autant d'êtres, océans de fureur et de larmes, sans loi. Il ne faut donc pas demander si nous sommes sûrs que notre loi supposée est bien la loi des choses, car c'est vouloir que la nature primitive ait un ordre en elle, qu'il y ait d'autres mouvements derrière les mouvements et d'autres objets derrière les objets. Non pas, c'est plutôt le chaos avant la création. Et à chaque éveil, oui, l'esprit flotte sur les eaux un petit moment, d'où l'on voit que l'entendement régit l'expérience, que la raison la devance, et que sous ces conditions seulement l'expérience éclaire l'un et l'autre. Des principes. Un système des principes est toujours sujet à discussion, car on peut dire les mêmes choses avec d'autres mots. Nous entrons ici, en anticipant de peu, dans la connaissance proprement discursive. Et les principes ne sont que de brefs discours en forme de règles, de maximes, propres à rappeler l'esprit à lui-même, dans le moment où les apparences se brouillent, par exemple devant une prédiction vérifiée, ou un miracle de jongleur, ou bien quelque découverte physique qui semble renverser tout, comme fut celle du radium, un moment. Encore faut-il distinguer les principes de l'entendement, d'avec les préceptes de la raison. Nul ne l'a fait aussi bien que Kant, chez qui vous trouverez aussi un exposé systématique des uns et des autres, que je n'ai pas l'intention d'expliquer ni de résumer ici. Mais essayons de dire ce qui importe le plus. La mathématique forme par elle-même un système des principes de l'entendement, c'est-à-dire un inventaire des formes sur lesquelles il nous faut saisir n'importe quoi dans l'expérience, sous peine de ne rien saisir du tout, ce qui s'exprimera par des principes généraux du genre de ceci. Il n'est point d'objet ni de fait dans l'expérience qui ne soit lié à tous les autres, par des rapports d'espace et de temps. Il n'est point de changement en système clos qui, aux fuites près, ne laisse subsister quelque quantité invariable. Faites attention au sujet de ce dernier principe, qui n'est que la définition même du changement. Le langage, qui se passe si bien d'idées, nous ferait croire que nous pouvons penser quelque changement sans conservation de ce qui change. Et c'est bien ce qui arrive dans les apparences, où, à dire vrai, rien ne se conserve jamais, rien ne se retrouve jamais. Et justement, il faut porter toute l'attention sur ce point. De telles apparences par elles-mêmes ne sont connues de personne. Quand je dis que la muscade du faiseur de tours a disparu, j'exprime deux choses à la fois, savoir que dans les apparences elle n'est plus, mais qu'en réalité elle est quelque part. Sans cette dernière certitude, la première remarque n'aurait plus de sens. Il ne manque pas d'apparence qui s'efface pour toujours, et que j'appelle erreur, illusion, souvenir, dont je me soucie guère. Aussi la grande affaire du faiseur de tours est de me donner et conserver l'idée que la muscade n'est pas un de ces fantômes-là. Saisissez bien, en partant de là, le genre de preuve qui convient à un principe de l'entendement. Si nous était donné d'un côté une nature où tout serait réel conformément à l'apparence, et avant tout travail de l'entendement, de l'autre, un entendement sans objet cherchant ses principes, l'accord entre l'un et l'autre ne pourrait être demandé qu'à la dialectique théologique, qui prouverait par exemple que le Créateur des choses n'a pu vouloir nous tromper, preuve bien faible s'il n'y a rien dessous. Mais qu'y a-t-il dessous? Un univers dont le réel par travail d'entendement se définit par cette condition même que l'objet subsiste, sous le changement continuel des apparences. Ce cube, qui se montre sous tant d'aspects, est justement pensé invariable, et ces apparences, elles aussi, ne sont apparences que d'après les directions, distances et mouvements. L'apparence ne peut pas plus anéantir ce cube qu'elle ne l'a posé. L'objet, c'est ce qui subsiste. Et le changement comme objet, c'est le changement sous lequel l'objet subsiste. Nous n'avons pas ici à choisir entre le chaos et l'ordre, mais entre la réalité et le néant. Le néant parce que l'ordre en nous, de souvenirs et d'affection et de projets, ne se soutient que par l'ordre des choses, comme il a été dit. Être ou ne pas être, soit et toute chose, il faut choisir. Ainsi parlait Jules Lagneau, qui fut mon maître, mais dont je n'ose me dire le disciple à cause de ces petits chemins que j'ai dû tracer péniblement pour moi-même, avant de comprendre, comme par rencontre, quelques-unes des formules qu'il m'a laissées en mémoire. Afin d'éclairer cette preuve, j'en veux joindre une autre assez élaborée dans la critique de la raison pure concernant le fameux principe de causalité. Voici cette preuve. Si la nature nous offrait des successions réelles, toujours on pourrait se demander si ces successions enferment toujours quelque loi, d'après laquelle l'antécédent détermine ce qui suit, et non autre chose. Mais dans le fait, tout est successif dans ma perception,
Et par exemple, les maisons d'une rue se suivent pour moi quand je me promène, puisqu'enfin je distingue là-dedans les successions véritables des choses simultanées mais successivement connues. Il faut donc qu'il y ait une vérité des successions, vraie, qui est le rapport de causalité justement. Et c'est par là que je distingue cette succession d'apparence, quand je parcours une ville de la succession réelle, flammes, fumée, ruines. Et en somme, il y a toujours une vérité de la succession, autre que la succession apparente. Autrement dit, il n'y a point de succession vraie sans loi de succession. Ainsi, la succession comme objet, c'est la causalité même. Et tel est le genre de preuve qui convient au principe de l'entendement. Pour les principes de la raison, il faut dire qu'ils sont à un niveau plus abstrait, que la nature les soutient moins, et que l'esprit les suit par préférence, comme des règles pour sa santé. Par exemple, qu'un événement qui est contre l'ordre jusque-là connu et qui ne s'est produit qu'une fois doit être attribué au jeu de l'imagination et de la passion plutôt qu'à un caprice des choses, ou encore qu'il faut s'efforcer d'économiser les hypothèses, que la supposition la plus simple est aussi la première à essayer. Il faut juger de l'inconnu d'après le connu, et pour dire se garder des passions, c'est-à-dire des opinions émouvantes, plutôt que de courir après les merveilles extérieures, avec le grand souci de ne pas perdre une seule. Ces préceptes sont plutôt de volonté que d'expérience et trop peu pratiqués, parce qu'on ne les prend point pour ce qu'ils sont. Ce sont des jugements à proprement parler, et de l'ordre moral. On en peut sentir le prix tant que l'on n'a pas assez connu les pièges des passions et les facilités du langage. Il faut, pour te dire, que l'esprit résiste et se refuse. Ne pas trop interroger les fous, et point du tout les chevaux compteurs. Cela concerne la dignité du souverain. Quoi qu'on dise hypothèse ou idée directrice, c'est toujours principe. La raison humaine est composée de principes qui sont des règles de la recherche. Il est utile d'en faire une énumération classique d'après Kant. Il y a 3 principes ou 3 modes de réduction du donné à l'unité du « je pense ». Premièrement, principe du changement ou de conservation. Traditionnellement, c'est le principe de substance. Il est écrit dans le langage commun, ce qui change ne change pas. Ce qui veut dire que sous le changement, il reste quelque chose qui ne change pas, substance. Ce principe prend certaines formes. Le physicien dira en tout changement d'un système clos, il reste une énergie invariable, d'où l'on a tiré, témérairement, une sorte d'axiome. La quantité d'énergie dans l'univers reste constante. Laissons cette formule ambitieuse. La notion même du changement, comme Aristote l'a vu, implique quelque chose qui change, donc qui reste. Limitons le changement à un calorimètre, où j'ai mis 1 kg de glace, 1 kg de plomb à 110 degrés et d'autres choses pesées et mesurées. Après 24 heures, il n'y aura aucune perte d'énergie, quelles que soient les transformations. Deuxième principe de causalité. Ce principe bien connu a aussi ses paradoxes. La cause, c'est le système clos, c'est l'ensemble des énergies. L'effet, c'est le changement qui se fait. Il faut donc dire que l'effet, c'est la cause même transformée. Et il faut dire surtout, afin qu'on ne l'oublie pas, que l'effet sort continuellement de la cause. En langage commun, l'état nouveau d'un système clos dépend absolument d'un autre état très proche ou très voisin qui ne pouvait subsister. Le premier principe énonce la loi du changement, le second énonce la nécessité du changement. Le médecin en présence du malade se dit l'aggravation résulte de quelque chose, quoi que ce soit qui existait auparavant. Il faut trouver cette chose, soit l'arsenic, qui est à la fois la substance du changement et la cause du changement. Troisièmement, principe de l'action d'échange ou action réciproque. Un changement est lié à tous les changements contemporains. Il est modifié par eux, il les modifie. Le système solaire est un bel exemple de changement ainsi liés et modifiés les uns par les autres. La Terre gravite autour du Soleil, mais il ne faut pas croire que Jupiter n'y est pour rien. Chaque changement de position de cette grosse planète imprime une inflexion à la trajectoire de la Terre. Tout dépend de tout. On voit par cet exemple où il se trouve des substances et des causes, que les 3 principes ne font que répéter la liaison de tout à tout dans l'expérience, c'est-à-dire la solidité substantielle de l'univers, de la matière. Ce qui est principe, ce qui doit être supposé, c'est l'impossibilité d'isoler un changement, de le considérer seul. C'est l'extériorité absolue du monde, où rien ne change qu'en liaison avec tout le reste, ou si l'on veut par l'action de tout l'extérieur. Encore une fois, l'atome signifie cela même, sans doute moins clairement. C'est pourquoi dans ces éléments, je dois traiter des principes surtout en vertu d'une forte tradition. Les principes sont a priori, c'est-à-dire qu'on les suppose avant toute expérience, avant la preuve
posteriori. Chose remarquable, l'inertie exprime tous les principes dans un principe d'inertie. Il définit en quelque façon la chose ou l'objet. Formule. Nulle chose matérielle ne peut se changer d'elle-même sans le choc ou la pression des choses qui l'entourent. Si elle se meut, elle ira jusqu'à ce que le choc ou les frottements l'arrêtent. Si elle est arrêtée, elle restera ainsi tant que quelque impulsion du dehors, vis a terco, ne la mettra pas en mouvement. On voit paraître la cause et c'est ainsi qu'en remuant les principes, en passant de l'un à l'autre, on est ramené à la notion d'objet ou à l'idée d'univers, ce qui est juste le contraire de l'âme, principe interne de changement et caractéristique du vivant, qui lui n'est pas seulement poussé par ce qui l'entoure, mais réagit à sa manière. Toutefois, le biologiste clairvoyant ne manquera pas de chercher, dans les prétendues actions d'un vivant, les effets du milieu, ce qui revient à appliquer tous les principes dont le vrai nom serait principe du matérialisme universel. Ces principes sont donc des règles de méditation par lesquelles nous interrogeons l'univers en dissipant l'apparence du vivant, qui séduit toujours. En somme, l'homme ne fait qu'exorciser contre le vieux principe de Thalès, tout est plein de Dieu. Cela revient à douter des oracles contre une tradition si ancienne et si vivace. L'homme doit conquérir d'instant en instant son propre entendement, ce qui consiste à se dire « ce que je sais, je le dois d'abord à mon esprit ».